Nous sommes à J+8 depuis la démission de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur et pourtant il n'y a toujours pas de ministre. Place Beauvau, le remaniement tire en longueur, révélant les méandres techniques et politiques dans lesquels semble s'être enferré le gouvernement. Pendant ce temps-là, la gronde des territoires continue, même elle se renforce. Ils attendent de ce remaniement plus qu'un signe, un changement de cap. On en parle aujourd'hui avec notre invité, Olivier Dussopt. Alors, Olivier Dussopt, bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Une première question, en parler ne provoque pas les faits, mais imaginons cet après-midi, le territoire national est frappé par un attentat faisant plusieurs victimes. On fait comment sans ministre de l'Intérieur ? La police et l'armée réagissent. Et le Premier ministre qui assure les fonctions de ministre de l'Intérieur par intérim est à sa tâche, comme tout le gouvernement. Donc il n'y a pas à se poser cette question-là. D'abord, comme vous le dites, il n'y a pas à le souhaiter, ni à le prévoir, ni même à l'anticiper. Nos services sont au travail, en permanence. Et le président de la République a demandé... Ils ont quand même besoin d'une tête. Ils ont une tête aujourd'hui qui s'appelle le Premier ministre et qui assure ses fonctions par intérim. Le président de la République et le Premier ministre prennent du temps pour recomposer l'équipe gouvernementale. Selon la Constitution, l'article 8, le Premier ministre aura, dans les jours qui viennent, à proposer au président de la République qui nommera celui ou celle qu'il souhaite nommer au gouvernement. Et de par les institutions, le Premier ministre a beaucoup de missions, beaucoup de choses à faire. Vous le présentez comme un Premier ministre, finalement ça ne change rien qu'il y ait un ministre de l'Intérieur ou pas de ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre est tout à sa tâche, à la fois comme chef du gouvernement, mais aussi pour assurer le bon fonctionnement du ministère de l'Intérieur. C'est un homme de qualité, vous le savez. Très bien. Lors de votre entrée au gouvernement, pourtant en novembre 2017, les rédactions avaient eu vent qu'un remaniement se préparait. 48 heures plus tard, la chose était faite, la chose était entendue, le gouvernement pouvait retourner au travail. Qu'est-ce qui, un an plus tard, coince ? C'est un problème de vivier politique ? C'est un désaccord entre les deux têtes de l'exécutif ? Qu'est-ce qui se passe ? Deux éléments à votre réponse, ou à votre question. Le premier élément, c'est que, je l'ai dit, le président de la République et le Premier ministre sont aujourd'hui dans un dialogue singulier, prévu par la Constitution, et prennent le temps de recomposer l'équipe gouvernementale qu'ils souhaitent mener, et qu'ils souhaitent à la tête du pays. Il n'y a rien de choquant à ce que l'on prenne un peu de temps pour regarder à la fois l'adéquation politique, regarder la complémentarité des hommes et des femmes qui composent une équipe gouvernementale. Donc laissons-leur le temps de travailler et de mettre en place cette équipe. Un deuxième élément de réponse, parce que c'était sous-entendu dans votre question. Le gouvernement est au travail. Hier, j'étais en séance pour l'adoption définitive de la loi qui donne de meilleurs outils aux services pour lutter contre la fraude. Gérald Darmanin était devant la commission des finances avec Agnès Buzyn. Vous travaillez, on l'entend, c'est très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de vivier politique ? La question ne se pose pas comme cela. Il faut arrêter. La question se pose. Selon RTL, le chef du gouvernement aurait essuyé 5 refus déjà. Personne ne sait rien. Personne ne sait rien. C'est le chef du gouvernement, Édouard Philippe, et le président de la République, Emmanuel Macron, qui composent l'équipe gouvernementale. Celles et ceux qui parlent, qui subodorent, qui citent des noms, sont uniquement dans des suppositions, voire dans des rumeurs. Alors j'entends, vous ne savez rien, mais justement, le fait de rien savoir comme ça vous ne fait pas poser des questions, mais qu'est-ce qu'ils font au-dessus, non ? Nous sommes au travail. Nous sommes au travail, et pour ce qui me concerne, je suis au travail sur la question de la fonction publique, sur le renouvellement de l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, sur la préparation du débat budgétaire qui commencera la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, sur la question des douanes, sur la question de la lutte contre la fraude. Il y a beaucoup à faire, et nous sommes totalement mobilisés, pleinement mobilisés sur ces chantiers-là. Alors, au-delà de votre mission, vous êtes un homme politique endurci, vous avez un profil qui est ancré à gauche. Vous étiez un proche de Martine Aubry, puis vous êtes devenu un proche de Manuel Valls. Est-ce que pour cet an 2 annoncé du quinquennat, il ne faudrait pas un peu plus de Dussopt, de ministres issus de la gauche ? Pourtant, mon nom, ça va être compliqué à trouver. Il est assez rare. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est le Premier ministre et le Président de la République qui composeront leur équipe. Ce qui compte pour moi, vous avez une sensibilité, vous avez une opinion. J'ai une sensibilité, j'ai des valeurs, et tout le monde sait que je n'y ai jamais renoncé. Ce qui compte le plus pour moi dans cette période-là, c'est que nous puissions être en capacité d'appliquer le programme, tous les engagements. Et il y a une feuille de route qui réunit tout le gouvernement actuel et qui demain réunira tout le gouvernement formé par le président de la République. C'est les engagements pris devant le peuple français. Justement, cette feuille de route, il y a beaucoup de critiques qui se sont accumulées ces derniers mois sur le fait que le gouvernement marchait sur un seul pied, qu'il manquait du social. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de ce remaniement de donner un signe en faisant entrer des ministres ? Est-ce que vous imaginez que l'on peut dire cela au moment où la stratégie de lutte contre la pauvreté a été présentée ? Au moment où Agnès Buzyn travaille sur la réforme de l'hôpital, où nous mettons en place le reste à charge zéro sur les prothèses dentaires, les prothèses auditives, sur les soins les plus fondamentaux et qui sont souvent les plus difficiles d'accès. Au moment où nous dédoublons les classes, au moment où nous faisons en sorte
de permettre la scolarisation à partir de 3 ans et de la rendre même obligatoire pour lutter contre les déterminismes sociaux. Nous avons un plan pauvreté, un plan éducation qui ont comme leitmotiv, comme objectif, de réduire les inégalités, de sortir celles et ceux qui sont dans la pauvreté, de les en sortir durablement, et surtout d'empêcher que les inégalités se reproduisent d'une génération à l'autre. Vous balayez ces critiques sur un manque social de... C'est l'engagement du président de la République. Et il a pris des engagements lors de l'élection présidentielle et ils seront tous tenus. Alors, en parlant d'engagement du président de la République, il y a un engagement qu'il avait lancé lors de la première conférence des territoires. C'était le premier été de son mandat. Il avait dit aux différents maires, aux patrons de région, patrons de département, nous allons travailler main dans la main, il y aura de l'écoute. Le compte n'y est pas, apparemment. Écoutez ces représentants des territoires. Hein. Il y a une gronde des territoires qui a commencé en septembre 2017 et qui ne fait que monter, grimper. Aujourd'hui, que ce soit la tête des départements, la tête des régions, la tête des communes, forment un front uni contre la politique du gouvernement. Est-ce que ça vous inquiète? Qu'est-ce qui se passe finalement dans nos territoires? Il faut aussi le relativiser. Vous avez cité 3 associations. Il y a d'autres associations d'élus avec lesquelles le dialogue est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Vous étiez le président de l'association des petites villes de France, avec qui le gouvernement a un dialogue à la fois constructif et exigeant, comme avec France Urbaine ou encore l'association des intercommunalités. Par contre, sous votre respect, ça reste les associations les plus importantes. Vous avez dit le compte n'y est pas. Permettez-moi de citer 3 chiffres. Le total des concours de l'État aux collectivités territoriales en 2017, 47,8 milliards d'euros. En 2018, 48,1 milliards d'euros. Et dans le projet de loi de finances pour 2019, 48,2 milliards d'euros. Ça signifie que l'engagement pris par le président de la République de maintenir les dotations est tenu. Il tient un autre engagement que les communes et les contribuables peuvent constater ce mois-ci. C'est à la fois la diminution de la taxe d'habitation pour 80% des ménages et la compensation à l'euro près pour les communes. Nous avons créé la conférence nationale des territoires pour avoir un lieu de dialogue. Nous travaillons, et je travaille en l'occurrence sur la réforme, la modernisation de la fonction publique territoriale. Je rencontre toutes les associations d'élus. Il peut y avoir dans l'expression de telle ou telle, soit de l'impatience, elle s'entend, soit parfois des inquiétudes dans les territoires, et cela s'entend aussi, en matière de fracture. Et il faut souligner ce qui est fait aussi pour lutter contre la fracture numérique, faire en sorte d'apporter les mêmes services partout sur le territoire, donner consigne, ce que nous avons fait au niveau du gouvernement par une circulaire du Premier ministre, au préfet. Ce qu'elle réclame apparemment, c'est surtout des marges de manœuvre, notamment financières, après la disparition de la taxe d'habitation par exemple. La disparition de la taxe d'habitation sera intégralement compensée. Elle l'est compensée et nous travaillons à la nouvelle fiscalité locale sans créer d'impôts nouveaux, en réaffectant des produits, en faisant des économies sur l'État pour que la compensation soit intégrale et tenir un autre engagement du président de la République qui est de dire que les collectivités, toutes les collectivités, doivent disposer de ressources qui soient justes, qui soient dynamiques et qui soient durables. Parce que le modèle de financement des collectivités n'est pas durable aujourd'hui, il est même à bout de souffle quand on voit la complexité qui est la sienne, et surtout l'absence de vision ou de compréhension même des mécanismes qui le fondent. Donc nous tenons tous ces engagements. Dans le budget pour 2019, nous maintenons la totalité des aides au fonctionnement. Il faut rappeler que de 2014 à 2017 inclus, elles avaient baissé de 11 milliards d'euros. Comment vous expliquez ce divorce? Alors là, dans quelques semaines, ils lanceront les assises de la décentralisation sans l'État. Ça sera étalé sur 13 dates. Et nous maintenons la totalité des aides à l'investissement, ce qui est aussi très important, à hauteur de 2 milliards 100 millions d'euros. Que les associations d'élus prennent des initiatives, fassent des colloques, des assises, comme vous l'avez cité, c'est leur droit. Et ça relève, comme pour les collectivités finalement, de la libre administration. Non, ça n'est pas inédit. Regardez que les 3 associations regardez la réforme de 2010 initiée par François Fillon et vous retrouverez le même front commun. Regardez l'annonce de la baisse des dotations par François Hollande en 2014 et vous retrouverez le même front commun. Regardez ce qui avait été dit lors de la suppression de la taxe professionnelle par un amendement et non pas par un projet de loi spécifique dans la concertation comme nous le faisons pour la taxe d'habitation. En 2009, fin 2009, le gouvernement à l'époque de Nicolas Sarkozy avait supprimé la taxe professionnelle au milieu d'une nuit et par un amendement à la loi de finances. Il y avait eu le même front commun, la même inquiétude. Parfois derrière cette inquiétude, il y a des motifs qui sont réels et qu'il faut écouter. Parfois aussi, il y a des postures politiques. Et il y a une forme d'hypocrisie. Nous devons faire la part des choses. Qu'est-ce qu'il faut écouter? Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce qu'il faut écouter, ce sont les élus que nous rencontrons sur le territoire. Je rencontre les élus à chaque déplacement. Je rencontre les élus à chaque déplacement. Des parlementaires, des élus départementaux, régionaux, des maires, qui me disent parfois leurs inquiétudes et combien ils ont souffert de la baisse des dotations. Et qui me disent aussi qu'ils sont satisfaits que l'enveloppe globale soit maintenue, même si, au sein d'une enveloppe globale, il peut y avoir des mouvements. Mais je rencontre des maires qui me disent leur inquiétude ou leur impatience quant à la desserte en très haut débit, ou parfois même en téléphonie mobile. Il y a des actions menées par le gouvernement, des accords avec les opérateurs. Moi, j'entends, y compris comme élu des choix, que quand on vous dit « vous aurez le haut débit, mais en 2022, c'est très loin ». C'est très loin et vos habitants les attendent. Justement, pour montrer il parle aussi de déserts médicaux. Alors, justement, pour montrer que vous entendez ces élus, est-ce que ce remaniement ne pourrait pas être l'occasion de leur faire un signe? Par exemple,
en faisant entrer une figure, un représentant de ces associations d'élus ou un maire, par exemple Jean-Luc Maudenc, Caroline Cailleux, Dominique Bussereau. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous citez des collègues, parce que j'ai été président de l'Association des Petites Villes de France, quand eux-mêmes présidaient leurs associations. Vous n'avez cité que des hommes et des femmes de valeur. Mais d'une part, je vais vous faire la même réponse qu'au début, en rappelant que c'est le président de la République et le Premier ministre qui décident. Mais c'est pas la question, vous avez une opinion personnelle. Et la deuxième réponse que je vais vous faire, c'est que le meilleur signe qu'on puisse envoyer au territoire, c'est travailler avec eux sur des préoccupations extrêmement concrètes. Faire en sorte que la politique de cohésion et les aides de l'Europe au développement territorial soient maintenues. Faire en sorte que la question des déserts médicaux soit abordée, et c'est le travail d'Agnès Buzyn. Faire en sorte que les questions de téléphonie numérique que j'ai évoquées soient abordées, que les questions d'infrastructure soient abordées. C'est sur le fond que l'on envoie des signes, et ce n'est pas par un casting. Et c'est ce que ces associations disent, et pour justement permettre ce dialogue sur des choses, des avancées très concrètes, l'une de leurs revendications, c'est que les territoires aient un grand ministère, pas éclaté comme il l'est un petit peu aujourd'hui, qui engloberait notamment votre portefeuille. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? On verra si le président de la République le décide. Et c'est là l'essentiel. Je le répète, l'essentiel, c'est la réponse que l'on apporte. J'étais, pas plus tard que la semaine passée, devant le congrès des intercommunalités de France, la DCF, présidée par Jean-Luc Rigaud, qui est maire d'Annecy. J'étais, la semaine précédente, devant d'autres élus, et notamment les élus de France Urbaine, association présidée par Jean-Luc Maudenc. Nous avons travaillé et échangé sur le fond. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. C'est faire en sorte que les problèmes puissent être réglés, que les sujets puissent être soulevés et que l'on puisse apporter des réponses à des préoccupations, soit quotidiennes. Excusez-moi, mais je vous demande votre opinion. Vous me dites, écoutez, on verra la décision du président de la République. D'abord parce que c'est lui qui décide, vous me pardonnez. Mais bien sûr, mais vous êtes un maire, vous avez de la bouteille politique. Et ce que je répète, c'est que ce qui compte, c'est le fond. Quand Jacques Mézard et Julien Denormandie mettent en place un accord avec les opérateurs et déploient plusieurs centaines de pylônes de téléphonie mobile par an, personne n'en parle, ou en tout cas pas suffisamment. Et pourtant, c'est essentiel parce que ça répond à une préoccupation quotidienne des maires dans les territoires ruraux les plus enclavés. Et c'est ça, pour nous, l'essentiel et le plus fondamental. Alors, très bien. Une dernière question avant les questions très nombreuses des internautes. Nous sommes à 8 mois des européennes. Et très rapidement, finalement, viendront les municipales, un scrutin auquel vous êtes attaché. Vous êtes un ancien maire, qui auront lieu en 2020. La République En Marche a établi une charte pour préparer ces élections, pour préparer d'éventuels accords dans les communes. Qu'est-ce que vous pensez de cette charte? C'est une bonne charte, c'est une bonne démarche, et que le souhait que je porte dans ces élections municipales, c'est qu'un maximum de communes, et par conséquent des intercommunalités, puissent être dirigées, Est-ce qu'elle est suffisamment ouverte? Parce qu'il y a quand même écrit noir sur blanc qu'il ne faut pas avoir pris cause pour des listes d'opposition. Par des élus qui souhaitent à la fois la réussite du président de la République, parce que souhaiter la réussite du président de la République, souhaiter qu'il puisse tenir l'intégralité de ses engagements, c'est souhaiter la réussite du pays. Et pour cela, il faut rassembler largement. Ça s'est toujours fait dans les communes, dans les municipales. C'est pas un obstacle à rassembler largement de dire que voilà, tous ceux qui ont pris fait et cause pour une liste d'opposition pour les européennes. Ça s'appelle la sincérité et la transparence dans les engagements. J'ai été maire pendant 10 ans et j'ai eu le bonheur de gagner 2 élections municipales, à chaque fois avec des listes qui rassemblaient très largement, très très largement. Merci beaucoup Olivier Dussopt. C'est l'heure maintenant des questions, de vos questions, les internautes, qui seront posées par Jérémy Pontieux. Bonjour Jérémy. Bonjour Charles, bonjour. Monsieur Dussopt. Alors j'avais effectivement beaucoup de questions. Une première, c'est selon une étude des Nations Unies, le coût des catastrophes a explosé en 20 ans. Jérôme se demande, lui, si le budget de l'État est touché par ces coûts et est-ce que l'État interviendrait davantage sur les catastrophes à venir? L'État fait face, enfin, quand on dit touché par des catastrophes, c'est une évidence. Il y a des procédures déjà qui existent pour indemniser telle ou telle calamité, telle ou telle catastrophe, et l'État tient sa place avec des procédures qui existent. Nous veillons aussi à être plus réactifs, parce que nous savons que le réchauffement climatique, une forme de dérèglement climatique, la multiplication d'épisodes météorologiques brutaux, et parfois qualifiés d'épisodes Cévenol, nous oblige à être plus réactifs. C'est pour ça que dans le budget pour 2019, il y a un fonds d'intervention qui sera plus souple, plus libre, pour permettre de faire face. Mais surtout, là où le budget de l'État est particulièrement touché et concerné, c'est que cette multiplication de catastrophes, notamment d'événements climatiques, du réchauffement et à l'ensemble des phénomènes que l'on connaît, nous oblige à repenser la manière de faire et la manière de produire. C'est tout le débat sur la fiscalité énergétique, tout le débat sur la transition énergétique. Et effectivement, ça nous amène à prendre des décisions qu'il faut assumer. Parce que lorsque vous êtes sur la fiscalité énergétique, vous pouvez alourdir la fiscalité sur les énergies fossiles. Ce n'est pas nécessairement populaire. Vous pouvez aussi diminuer la fiscalité pour être plus incitatif sur les activités dites d'économie circulaire, ce que nous faisons dans le budget 2019. Mais ça nous oblige à repenser, et ce n'est pas un chapitre budgétaire qui est modifié.
C'est même la philosophie même du budget et des ressources de l'État. D'accord. Avocat, lui, se demande comment les dispositifs de la loi sur la fraude fiscale votée au Parlement vont pouvoir être appliqués, alors que l'effectif, nous dit-il, dédié à la lutte contre la fraude fiscale a été réduit de 12% entre 2012 et 2016. Ça n'est pas vrai. Nous veillons, dans le cadre de Bercy et du ministère de l'Action des Comptes Publics, à ce que les économies que nous réalisons par la diminution des effectifs, qui tient aussi compte de la modernisation, de la numérisation, ne touchent pas celles et ceux qui sont chargés de lutter contre la fraude fiscale. Et par ailleurs, nous investissons aussi beaucoup dans des techniques de data mining, de recherche d'informations, d'analyse d'informations, pour faire en sorte que nous soyons plus efficaces. Le texte que nous avons adopté, plutôt que le Parlement a adopté définitivement hier, est un bon texte. Il durcit les sanctions, il donne de nouveaux outils, il permet aussi d'aller plus loin et de donner la possibilité à nos services de sanctionner les officiers plus efficaces avec moins de moyens. Il n'y a pas moins de moyens. Il n'y a pas de moyens et les économies que nous réalisons, je le dis en termes d'effectifs, sur le ministère de l'Action des Comptes Publics, nous veillons à ce qu'ils ne concernent pas celles et ceux qui sont chargés de lutter contre la fraude. D'accord. Une question de Simon. Macron avait promis de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Comment faire pour rattraper sur les 3 prochaines années ce chiffre duquel on est très loin, dit-il, puisque nous sommes à moins de 15 000 suppressions de postes. La cible qui avait été donnée par le président de la République pendant la campagne, c'est 120 000 postes, 70 000 dans le secteur des collectivités locales, 50 000 au niveau de l'État. Nous le faisons de manière différente de ce qui a été fait précédemment. Quand on pense à la RGPP en 2007, il s'agissait de dire aux services, on vous supprime 10 000 postes, 5 000 postes, et vous vous débrouillez pour rendre le même service public avec moins d'effectifs. Nous repensons les services, nous repensons les missions, nous repensons les réseaux de ces services publics et nous en tirons les conséquences en termes d'effectifs. C'est inverser la logique et c'est faire en sorte de privilégier la qualité du service pour ensuite aboutir à des économies. J'ai eu l'occasion de dire que le chiffre de 50 000, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique du gouvernement, ni sur le service public, ni sur la fonction publique. Ça reste un effectif, à condition que nous puissions évidemment le lier au maintien de la qualité, au maintien de l'implantation, au maintien de l'accessibilité des services. Et notre conviction est que c'est possible, au gré des réorganisations et des modernisations, mais que ça nécessite aussi de prendre le temps de cette modernisation. Une mesure sur laquelle revient Spinoza, l'État promet 3 milliards d'euros pour les copropriétés dégradées. Il nous dit pourquoi les contribuables sont-ils mis à contribution pour payer à la place des propriétaires qui, eux, ne payent pas. La question pourrait se poser pour l'ensemble des dispositifs de solidarité. On peut effectivement dire il y a des copropriétaires et c'est à eux de prendre en charge. On sait aussi qu'ici ou là, il y a des problèmes d'équilibre économique dans les opérations, d'attractivité, de morcellement de copropriété. Quand on parle de copropriété dégradée, il s'agit soit de bailleurs qui sont, en tout cas de copropriétaires qui peuvent être des bailleurs qui sont extrêmement en difficulté financièrement, qui ont des difficultés assez importantes, soit des copropriétés au contraire très morcelées, avec beaucoup de très petits propriétaires qui n'ont pas nécessairement les moyens de remettre en état leurs propres appartements. Et donc c'est la logique qui prévaut à ce type de plan. Mais je le dis, ce type de questions, on pourrait les poser à la limite pour tous les moments où l'État intervient dans des sphères qui peuvent relever du privé. Dernière question de Simon, vous étiez porte-parole de Manuel Valls. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fait un bon ministre de l'Intérieur avec son expérience dans le domaine et regrettez-vous son départ à Barcelone? Alors, je souhaite à Manuel Valls la meilleure chance possible à Barcelone et je souhaite qu'il soit le futur maire de Barcelone. Ça serait un magnifique symbole. Et pour la question de savoir si je pense qu'il aurait fait un bon ministre de l'Intérieur, je ne le pense pas, je le sais. Parce qu'il a été un très bon ministre de l'Intérieur et un très bon Premier ministre. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup Olivier Dussopt et merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce talk Le Figaro et je vous donne rendez-vous à demain.